Bonjour à toutes et à tous, plus nos auditeurs plus lointains, pour cette septième conférence sur l'histoire de la CGTU, si je compte depuis le mois de novembre, étant entendu qu'il y a eu auparavant un cycle de conférences consacrées à ce sujet. Alors, nous retournons aujourd'hui dans la dimension professionnelle de cette histoire syndicale, la dimension professionnelle qui est celle des cheminots, histoire qui occupe dans l'histoire plus générale de la CGTU une place très particulière et très décisive. Nous avons sollicité Pierre Delanoux pour nous parler de ce sujet et Pierre nous introduira, je le pense, dans la mécanique originale des syndicats uniques qui mettra en mouvement les processus unitaires décisifs. Je ne vais pas vous parler longuement de Pierre et je vous renvoie pour ceux qui souhaiteraient faire plus ample connaissance à la grande notice biographique publiée dans le Métron qui est consacré aux biographies des cheminots, pour connaître sa trajectoire professionnelle et syndicale. Voilà, donc regardez le Métron et vous découvrirez mieux Pierre que je ne puis le faire, parce que son histoire personnelle est une histoire longue et assez compliquée. Pas trop. Je dirais simplement que concernant la dimension que Pierre entretient avec l'histoire, c'est qu'il est non seulement membre du bureau de l'IHS Cheminot, mais également membre du conseil d'administration et du bureau de l'Institut national, et que dans le cadre de ses responsabilités, il contribue régulièrement au cahier de l'IHS Cheminot. J'ajouterai qu'il a été membre du bureau puis du secrétariat de la Fédération des cheminots, et également administrateur du conseil d'administration de la SNCF de 1998 à 2001. C'est donc quelqu'un qui connaît bien la maison, je pense, dans son histoire récente, relativement récente, mais je pense que ce soir, ce qu'aujourd'hui, il va nous introduire à une histoire plus ancienne de la grande fédération CGT des cheminots. Je lui laisse la parole. Merci André. Chers amis, chers camarades, nous avons décidé à notre IHS de sous-titrer cette conférence « Les chemins de l'unité » qui vont conduire à la réunification des deux fédérations, donc la Fédération unitaire et la Fédération confédérée, en 1935, tant ces chemins, même semés d'embûches, n'ont jamais été écartés par les deux fédérations, bien qu'ayant chacune, bien évidemment, des visions opposées pour y parvenir. Nous avons puisé dans les écrits des deux fédérations, puisque celles-ci, à compter du 1er juin 1921 au 31 décembre 1935, ont édité chacune leur tribune des cheminots. Alors pour les non-cheminots, la tribune des cheminots, c'est aujourd'hui un mensuel qui est adressé à chaque adhérent à son domicile, mais ça a toujours été le journal officiel de la fédération, et à cette époque, même c'était par quinzaine, et notamment la Fédération confédérée le tire toujours par quinzaine, la Fédération unitaire un peu moins, mais j'en reparlerai au cours de cette conférence. J'ai puisé aussi dans, nous écrivons, les cheminots, on s'en fait toute une histoire, c'est-à-dire c'est l'histoire des cheminots depuis l'origine jusqu'à là. Nous travaillons en ce moment sur le 3e tome qui va de 1939 à 1958, mais là j'ai puisé dans le tome 2, 1919-1938, bien évidemment. Et puis, pour tout ce qui pourrait concerner les éléments biographiques, j'ai puisé bien sûr dans le Métron, qui est quand même une source importante. Donc, je vais commencer par dire que notre fédération s'est trouvée par la force des événements en première ligne de l'histoire de la CGTU. En effet, alors que le 3e congrès de la jeune fédération des cheminots, qui s'est tenu du 22 au 24 avril 1920, la fédération ayant été fondée en 1917, avait opéré un changement de majorité au sein de la direction fédérale, celle-ci fut contestée par les minoritaires et non reconnue par la Confédération. Je pense qu'il n'est pas inutile de revenir sur le contexte de cette époque et notamment sur les conséquences de l'union sacrée validée par la CGT lors de la Première Guerre mondiale. Dans un article publié dans le numéro 76 des cahiers de l'Institut CGT d'histoire sociale, les grèves de 1920, étape vers la scission,
notre camarade Pierre Vincent, à l'époque vice-président de l'Institut, écrit à propos de l'immédiat après-guerre suite au congrès confédéral des 15 et 16 décembre 1918, je cite, « La politique d'union sacrée n'apparaît pas comme une parenthèse. C'est une CGT différente. La grève générale révolutionnaire n'est plus à l'ordre du jour chez les majoritaires. » Il explique dans cet article le profond mécontentement régnant, je cite encore, « Si la fin de la guerre est un immense soulagement, les conditions du retour à la vie active le sont moins. Pour beaucoup, après les tranchées, c'est le chômage. Le mécontentement s'installe, l'action revendicative également. » Il souligne encore que les luttes se multiplient début 1920 et que, dans ces conditions, il suffit parfois d'un événement d'apparence mineure pour déclencher un arrêt de travail qui très vite s'élargit bien au-delà du lieu où il a pris naissance. Puis viendra l'échec de la grève de mai 1920, laissant de profondes blessures. La fédération est réduite à 63% de ses effectifs antérieurs, soit des démissions, soit des arrêts de paiement de cotisations. Le syndicat est privé de ses dirigeants révolutionnaires. Montmousseau est en prison et Midol dans la clandestinité. Le 27 juin 1920, un conseil fédéral restaure Bitgaret, qui a été le premier secrétaire général de la fédération des cheminots en 1917, dans ses fonctions à la tête de la fédération. Lors du congrès extraordinaire du 7 au 9 septembre 1920, le rapport d'activité de la direction révolutionnaire est mis en minorité. Seule l'union du PLM, vous savez qu'à l'époque, on avait plusieurs compagnies de chemin de fer, l'union PLM, c'est l'union de Pierre Sémard, reste fidèle à l'orientation définie en avril, rejointe par l'union d'Alsace-Lorraine. Dans les autres unions, les réformistes sont plus ou moins majoritaires. Les révolutionnaires, quoique traversés de sensibilités diverses, préservent leur unité de vote. Bitgaret est maintenu comme secrétaire général. Il veut restaurer la confiance dans une fédération plus modérée, mais résolue à régler les questions revendicatives soulevées par le statut et les traitements. Cette position en retrait profite paradoxalement aux leaders révolutionnaires. Malgré l'échec de la grève et l'affaiblissement du syndicat, les deux camps continuent d'exister. Un mouvement profond travaille le syndicat, révolutionnaires et réformistes s'affrontent dans un débat politique qui ne permet pas la conciliation. Voilà pour la genèse. Et donc, du 31 mai au 2 juin 1921, se tient le 4e congrès, dit le congrès de scission de la Fédération des cheminots. L'effectif syndiqué est alors estimé à environ 110 500 syndiqués. La reprise des cartes enregistre des pertes définitives d'adhérents. Elles sont particulièrement élevées dans certaines unions comme le PLM ou le PO pour Paris-Orléans, qui étaient les deux réseaux les plus engagés dans la grève de 1920. Les militants révolutionnaires mis en accusation lors de la grève de 1920 ont été acquittés et remis en liberté. Ils sont donc présents au Congrès. 2 motions sont proposées aux congressistes. Je mets des guillemets, mais celle du révolutionnaire Montmousseau et celle réformiste de Bitgaret. La motion Montmousseau développe, je cite, que l'idéal syndicaliste ne s'accomplira que par la transformation totale de la société qui passe par la disparition du patronat et du salariat. Dans l'action revendicative quotidienne, le syndicat poursuit la coordination des efforts ouvriers, l'accroissement du mieux-être des travailleurs par la réalisation d'améliorations immédiates, mais cette action n'est qu'une phase de l'œuvre du syndicalisme destinée à préparer l'émancipation intégrale des travailleurs. Le syndicat, aujourd'hui groupement de résistance, sera dans l'avenir groupement de production et de répartition, base de la réorganisation sociale. La motion préconise la grève générale et que les délégations syndicales seront désormais discutées par l'organisation syndicale selon les principes de la lutte des classes. La motion précise, je cite encore, « Ce ne sont pas les tractations incontournables entre patrons et ouvriers qui constituent des actes de collaboration de classe, mais bien la participation dans des organismes permanents à l'étude en commun des problèmes revendicatifs et économiques dont la solution est inopérante et ne saurait que prolonger l'existence du régime actuel. L'organisation syndicale reste souveraine et elle exercera un pouvoir de contrôle absolu et permanent sur cette délégation du personnel jusqu'au jour où elle croira possible et nécessaire d'en dicter sa disparition. » Concernant l'affiliation internationale, la motion indique, je cite encore, « Il est nécessaire d'opposer un front commun irréversible à la puissance capitaliste internationale et, pour ce faire, les ouvriers du monde entier doivent se réunir au sein d'une organisation dans laquelle ils trouveront le prolongement naturel de leur lutte de classe. »
Les cheminots considèrent que la révolution russe, par ses principes et son action quotidienne, est la première expérience de révolution prolétarienne. En conséquence de quoi, le Congrès déclare ne pas pouvoir rester dans l'Internationale d'Amsterdam, qui, par son alliance avec le BIT, de nature capitaliste, n'est qu'une caricature de l'Internationale ouvrière. L'affiliation du syndicalisme français à l'Internationale syndicale de Moscou, loin de constituer une violation de la charte d'Amiens, est la manifestation la plus sincère de ces principes révolutionnaires. Fin de citation. Bidgaret, donc le réformiste, le livre a un violent réquisitoire contre, je cite, les minoritaires qui parlent de révolution mais ne regardent pas derrière pour vérifier qu'il y a des troupes pour la faire. Il rappelle que sur les 350 000 syndiqués au moment du congrès de Japy en avril 1920, l'organisation n'en comptait plus que 57 000 en octobre et que tant qu'une longue préparation n'aura pas été faite, toute révolution, quelle qu'elle soit, sera vouée à l'échec, outre que la désunion qui sévit enlève toute perspective d'action. Il réfute l'idée que le syndicalisme n'aurait rien à voir avec l'intérêt général et s'élève contre le refus par les minoritaires de la nationalisation industrielle comme programme de l'action syndicale. Finalement, la motion Montmousson l'emporte par 55 140 voix contre 53 677 à Bidgaret. Les révolutionnaires sont donc redevenus majoritaires, mais le Conseil fédéral, émanation des unions de réseau, reste dominé par les réformistes. Montmousson propose une modification des statuts de 1917 en faveur d'une réelle souveraineté donnée au Congrès, à qui il appartient d'élire un conseil conforme à la nouvelle orientation. Bidgaret refuse la mise aux voix de la proposition et quitte la salle avec ses partisans. Ça représentait 216 syndicats, et donc les nouveaux majoritaires qui représentent 330 syndicats, restés donc en séance, constituent leur propre bureau. Pierre Semard devient secrétaire général. Tous les syndicats donc, du PLM, le réseau donc Paris-Lyon-Marseille, du PO Paris-Orléans et de l'Alsace-Lorraine, ainsi que la majorité de ceux du Midi et de l'État, se rallient à la fédération Semard. Tentative ultime pour sauver l'unité, la nouvelle fédération convoque un congrès extraordinaire ouvert à tous les syndicats les 20 et 21 novembre. Ainsi, 3 ans après sa naissance, une des plus importantes fédérations de la CGT explose. Dès le 1er juin, donc, je l'ai signalé en introduction, 2 tribunes des cheminots portent le numéro 91. Le bureau Semard s'installe rue Baudin, siège de la fédération depuis 1919, mais le couple Bidgaret, juridiquement propriétaire de la maison des cheminots, assigne en justice Semard et ses partisans pour violation de domicile avec effraction. Le bureau Semard, expulsé par la force publique de la maison des cheminots, s'installe à la maison des syndicats, 33 rue de la Grange-Aubel. La CGT reconnaît la fédération Montagne du nom de celui qui a été élu secrétaire général pour les réformistes, sans exclure cependant la fédération Semard. La commission des statuts confédérale déclare le bureau Montagne bureau régulier, décision confirmée par le congrès confédéral de Lille en juillet 1921. Et donc, du 19 au 21 novembre 1921 se tient le congrès extraordinaire de la fédération Semard, entre guillemets, des cheminots. Pour la confédération, les décisions qui seraient prises par le congrès fédéral extraordinaire convoqué par la fédération seront considérées comme nulles. La confédération refuse de délivrer des timbres au bureau de la fédération Semard, rejetant ainsi les syndiqués cheminots qui l'ont majoritairement rejointe. Elle confirme ainsi le caractère définitif de la scission. La CGT refusant de reconnaître la validité du congrès extraordinaire convoqué par la fédération Semard, ce congrès devient le congrès fondateur de la fédération unitaire des cheminots. Et dans la tribune des cheminots donc unitaires du 1er décembre 1921, Pierre Semard, au nom du bureau fédéral, écrit, je cite, « La fédération n'est plus personnifiée par un homme, par un nom, mais par des consciences, des volontés qui, à tous les degrés, veulent créer une organisation puissante capable de défendre les intérêts de classe des cheminots et réaliser leur émancipation intégrale. Pour œuvrer utilement, nous avons créé des comités d'études et nous faisons appel aux bonnes volontés pour nous aider dans notre tâche. Manuels, intellectuels, ingénieurs et inventeurs sont invités à nous donner leurs idées pour tout ce qui concerne la défense et l'émancipation du travail. Nous estimons que le syndicalisme ne doit pas être seulement le groupement de défense des petits appétits, comme les groupements patronaux sont les éléments de défense des gros appétits, mais aussi et surtout l'organisation de classe qui veut réaliser son véritable but, la disparition du salariat et du patronat. La scission est donc effective.
En 1922, la Fédération unitaire tient son congrès les 16 et 17 juin. Un peu plus de 57 915 syndiqués exactement sont annoncés. Elle adhère à ce moment-là à la CGT unitaire. La résolution d'orientation déclare maintenir le principe de la lutte des classes pour faire aboutir les revendications. Sur la représentation du personnel, bien qu'hostile au système institué par le statut en vigueur, il est décidé, dans l'intérêt de l'unité, de maintenir provisoirement cette représentation, mais les délégués du personnel devront rester sous le contrôle des organisations syndicales, enfin, de l'organisation syndicale, pourrait-on dire. C'est la collaboration de représentants ouvriers et capitalistes dans des organismes paritaires qui est mise en cause, car inopérante pour les travailleurs, elle ne saurait que prolonger l'existence du régime capitaliste. Pour le Congrès unitaire, le syndicalisme est, par son origine, par son caractère et son idéal, une force révolutionnaire. Le Congrès, fidèle à la résolution d'Amiens, réaffirme son indépendance vis-à-vis des groupements politiques et philosophiques. Aucune influence extérieure ne peut s'exercer sur lui dans son action quotidienne, nationale ou internationale. Plaçant la révolution au-dessus de tout système et de toute théorie, il est prêt à accepter l'aide de toutes les autres forces révolutionnaires. Cette collaboration, uniquement circonstancielle avec les groupements extérieurs, ne peut être envisagée qu'en vue de poursuivre des objectifs nettement déterminés et dictés par les nécessités de la lutte des classes. Cette action commune ne justifie pas la création de liens organiques qui ne pourraient être qu'une subordination voilée du mouvement syndical. La Fédération, toujours dans ce congrès unitaire de 1922, réaffirme que les travailleurs ont le devoir impérieux de se tendre la main par-dessus les frontières et de proclamer qu'ils appartiennent à leur classe avant d'appartenir à l'État qui les opprime. Le Congrès adhère donc à l'Internationale syndicale rouge à la condition expresse que les statuts respectent l'autonomie du syndicalisme français. Voilà, on voit comment se construit petit à petit le corpus de cette fédération. En 1923, les unitaires tentent d'emmener les actions revendicatives dans lesquelles ils sont très actifs vers des formes d'action révolutionnaires. Lors de l'occupation de la Ruhr, ils interviennent auprès des cheminots pour les dissuader de devenir les briseurs de la résistance de leurs camarades allemands. Parce qu'à ce moment-là, en 1923, les compagnies font appel à des cheminots français pour aller remplacer effectivement les cheminots allemands qui ne veulent pas trop travailler pour les occupants. On peut comprendre. Le 6e congrès de la Fédération unitaire se tient du 2 au 4 août 1923 à la Grange-aux-Belles. À ce moment-là, il est annoncé 61 966 adhérents, ce qui renforce par rapport à l'année précédente. Le rapport moral est voté majoritairement par plus de 55 000 voix contre 7 000. Et l'action revendicative de la Fédération à ce moment-là s'est concentrée plus particulièrement sur la réintégration des révoqués. La grève du 1920, c'est 18 000 révoqués tout de même. La journée de 8 heures, l'augmentation des salaires, le refus de l'impôt sur ces mêmes salaires. La question des salaires a donné lieu à de nombreuses motions et pétitions. Et après une grande campagne sous forme de tracts, d'affiches et de réunions, il a été possible d'organiser avec la Fédération réformiste un front unique qui s'est traduit par la tenue à Paris d'un grand meeting le 18 octobre 1922. C'est à coup de hache un peu parce que forcément, il se passe beaucoup de choses dans tous ces moments-là. Donc, sur le plan international, la Fédération unitaire participe au Comité international des transports qui a adopté une résolution préconisant la réalisation du Front unique international des travailleurs des transports et décidé que les différentes fédérations nationales regroupant les cheminots, les marins, les transports en commun par terre et par eau, les dockers, etc., devraient former un bloc pour la constitution d'un cartel ou d'une interfédération des transports au plan national. Il faut se souvenir que notre Union interfédérale des transports CGT est née en 1979. Ça fait 12 ans de réflexion. La volonté d'unité monte de la base et une nouvelle démarche est préconisée auprès de la CGT en vue de la création sans préalable d'une commission mixte nationale chargée, je cite, de causer, les termes sortent, sur l'unité et sur les moyens de la réaliser. Le Congrès, tout en repoussant l'application de l'unité organique partielle, ne s'oppose pas à la création de comités mixtes composés de militants unitaires et confédérés, à condition que le rôle de ceux-ci consiste essentiellement à engager localement et départementalement une propagande en faveur de l'unité.
la réintégration des révoqués, le respect du droit syndical et du droit d'affichage des syndicats, la mise en disponibilité des militants chargés de fonctions syndicales, les congés payés de 21 jours et le respect de la journée de 8 heures, le taux unique des gratifications, l'égalité de la prime de gestion, le relèvement de l'indemnité de résidence et le salaire minimum à 5 000 francs, la carte de circulation sur tous les réseaux, la révision du statut du personnel sont les grandes lignes du programme revendicatif adopté au Congrès. À noter qu'à ce Congrès, 2 motions sont présentées. La première, présentée par Joseph Venin, je ne vous fais pas le détail de son pédigré, ça serait beaucoup trop long, mais j'ai les notes, qui vient de Bourg-en-Bresse, obtient 10 000 voix. Elle s'appuie sur la charte d'Amiens pour justifier ces différences d'appréciation. Elle condamne toute participation du syndicalisme à une défense nationale et, dans le domaine corporatif du syndicalisme, toute participation à la délégation du personnel. Sur l'indépendance syndicale, elle affirme, je cite, que le syndicalisme doit vivre et se développer dans l'indépendance absolue et qu'il doit jouir d'une autonomie complète qui convient à son caractère de force révolutionnaire. Concernant l'adhésion de la CGTU à l'ISR, elle estime que le mouvement syndical n'y trouve pas satisfaction quant à son autonomie et son indépendance. La motion qui sera, elle, adoptée par 52 000 voix et présentée par Pierre Semard décide la poursuite de la défense et de l'obtention des revendications corporatives, condamne le syndicalisme de collaboration de classe et la participation dans les organismes pour des études communes entre représentants ouvriers et représentants patronaux. Elle demande aux unions de réseau d'effectuer un contrôle sérieux sur les délégués du personnel syndiqué. Pour donner plus de force à la réalisation des revendications, le Congrès préconisera le front unique pour la constitution d'un cartel unitaire confédéré tout en poursuivant la réalisation de l'unité organique. Se référant également à la charte d'Amiens, la résolution confirme le syndicalisme comme force révolutionnaire et indépendante vis-à-vis des groupements politiques et philosophiques. Cependant, dans l'action quotidienne contre le capitalisme, le syndicalisme se doit d'accepter toutes les autres forces révolutionnaires. Cette collaboration loyale ne peut en rien atteindre à l'autonomie réciproque des organisations. Réaffirmant son profond attachement à la révolution prolétarienne, le Congrès fait confiance au Comité international des transports et à l'ISR pour qu'ils assurent le développement de la propagande et de l'action révolutionnaire sur le terrain international pour la réalisation de l'émancipation du prolétariat. Pierre Semard est confirmé au poste de secrétaire général. On voit donc en 1923 de premiers désaccords apparaître au sein de la Fédération unitaire, notamment sur les rapports aux politiques et l'affiliation internationale, mais on notera aussi que les 2 motions font référence à la charte d'Amiens. En 1924, Lucien Midol succède à Pierre Semard, qui est devenu secrétaire général du jeune Parti communiste français. Les mesures antisociales des compagnies de chemin de fer ont pour conséquence de favoriser le rapprochement entre cheminots d'organisations différentes. Unitaires et confédérés de 18 régions se retrouvent au cours du premier congrès de l'Union nationale des révoqués, en janvier. Le sort des révoqués licenciés à la suite des grèves de 1920 sensibilise particulièrement l'ensemble des cheminots. Des réunions locales de révoqués auxquelles assistent les représentants des 2 tendances et diverses initiatives concourent à la réunification des forces syndicales dans des actions communes. Ces initiatives interviennent en cette année 1924 dans le même temps où les militants anarcho-syndicalistes du syndicat unitaire, entraînés par Eugène Bénard, pareil, je vous fais grâce de sa biographie, fondateur de la CGT syndicaliste révolutionnaire, quitte la Fédération unitaire pour fonder la Fédération autonome des cheminots. Par ailleurs, 13 syndicats du Paris-Orléans, le réseau Paris-Orléans, refusant l'adhésion à l'ISR, se sont détachés de la Fédération unitaire pour suivre Louis Bert à la Fédération confédérée. Voilà. Brièvement pour l'année 1924. 1925, de nouveau, l'unité se trouve au centre de toutes les luttes cheminotes, sont nombreuses, conséquence de la politique gouvernementale. Les multiples échanges des 2 fédérations, que ce soit dans le domaine de l'action commune ou sur la conception de l'unité, sont révélateurs de stratégies inconciliables qui font capoter les initiatives prises dans les syndicats ou les unions de réseau pour réaliser l'unité. Pour avancer dans la réalisation de l'unité à la base, la Fédération unitaire propose aux autres organisations syndicales de cheminotes, elles sont 6, la constitution d'un comité d'entente pour le développement des luttes sur les questions salariales. Après plusieurs refus,
La Fédération confédérée accepte une rencontre le 24 novembre 1925. L'unanimité se fait sur un salaire minimum fixe de 7 000 francs, l'échelle mobile et la demande d'acompte de 100 francs par mois à compter du 1er décembre. Un communiqué commun est adopté à l'unanimité. La réunion suivante, le 2 décembre, se terminera par la sortie surprenante de la Fédération confédérée déclarant, je cite, « La conversation sur les salaires est finie, nous vous quittons ». Théâtral. Au-delà donc de cette question salariale, que revendiquent les fédérations? Pour la Fédération confédérée, résumé, c'est l'instauration de la semaine des 40 heures, 21 jours de congé annuel. La Fédération unitaire demande la journée de 7 heures, c'était 8 heures en 1923 et on retrouve après 8 heures. Donc, ça a été peut-être un peu fluctuant à ce moment-là, mais aussi 21 jours de congé annuel, une retraite égale au salaire moyen, un salaire normal pour les réformés suite à une maladie et le paiement des charges de retraite et des assurances sociales par le patronat seul. Elle combat la rationalisation, il y a une période où le chemin de fer est sacrément brimé, les cordons de la bourse se ferment, et des luttes politiques sont inscrites à son programme contre le danger de guerre et pour la défense de l'URSS. Sur un autre plan, la Fédération unitaire exprime son orientation à propos des élections au Conseil supérieur des chemins de fer prévues le 20 février 1926. La Fédération CGTU décide de ne pas présenter de candidat à cette élection, mais n'appelle pas à s'abstenir. Je cite, « En effet, ne pas voter dans une question de cette importance peut laisser supposer que les cheminots se désintéressent du problème que pose cette élection, à savoir, faut-il la collaboration de classe ou la lutte de classe ?» Elle appelle donc les cheminots à se rendre aux urnes avec un bulletin qui ne portera pas de nom, mais les revendications qu'ils entendent voir triompher, celles que j'ai dites quelques instants avant. Dans la tribune du 1er janvier 1926, dans sa version unitaire, Jean Kramer, qui était alors l'archiviste de l'Union des syndicats des chemins de fer de ceinture, qui était notre union, titre « Pour les salaires, le front unique se réalise à la base ». Dans cet article, il dénonce, je cite, « Les chefs confédérés ont quitté le comité d'entente. Ils ont estimé que pour arracher de meilleurs salaires aux compagnies, point n'était besoin de resserrer en un bloc solide tous les travailleurs du rail. Les cheminots ont pensé le contraire des chefs confédérés. Malgré la désertion des confédérés et des chauffeurs mécaniciens, le comité d'entente des organisations de cheminots continue à fonctionner sans bruit, sans tapage inutile. Les chemins de l'unité sont décidément très raides. Pierre Sémard, dans ce même numéro, dénonce, je cite, « comment le comité des forges et les fascistes travaillent pour briser le front unique. Le rail est l'organe du grand patronat des chemins de fer et de la métallurgie, groupé dans le comité des forges. Le rail fait de la propagande en faveur des ligues fascistes de Georges Valois en soutenant démagogiquement le salaire or. Distribué le plus souvent gratuitement, son but est de tromper et de diviser les cheminots et de rompre leur unité chaque fois que celle-ci se réalise pour la défense des revendications immédiates. Le bout de l'oreille patronale perce au travers de ces lignes et on le trouve à la fois dans le rail et dans le nouveau siècle, organe camouflé du gros capitalisme et du fascisme. Les cheminots doivent dénoncer vigoureusement ces organes qui prétendent défendre des travailleurs et, en cas de diffusion, conseiller leur utilisation pour, 3 petits points, les besoins intimes. C'est dit en termes fleuris. Enfin, le 24 octobre, journée nationale d'action, la première depuis mai 1920. Alors que la tribune unitaire appelle à la mobilisation pour le 24 sous le titre « Cheminot, tu participeras à ta journée nationale le 24 octobre », la tribune confédérée n'en fait pas état. 1927, je vais revenir un peu là sur les différentes fédérations existantes, j'ai indiqué le nombre, mais il faut dire pour dire que le taux de syndicalisation globale des cheminots est d'environ 30%. Cette année de 1927, à côté des fédérations affiliées aux centrales nationales, donc la Fédération confédérée, la Fédération unitaire, la Fédération des syndicats professionnels adhérentes à la CFTC, coexistent de petites organisations, l'Union de défense professionnelle, la Fédération des mécaniciens et chauffeurs, le syndicat des cadres, le rail, donc tendance royaliste, le syndicat des échelles de 5 à 10 du réseau d'Alsace-Lorraine. Une étude de 1925 du ministère de l'Intérieur confirme la prédominance de la CGT, 37% de l'effectif syndiqué, et de la CGTU, 40% d'effectifs syndiqués. Elle confirme également l'émiettement syndical.
Les syndicats chrétiens regroupent 8% de l'effectif syndiqué, avec des pointes à 16% sur les réseaux de l'Est et 18% sur l'Alsace-Lorraine. Les autonomes et les indépendants forment 16% de l'effectif, avec une représentation significative sur les réseaux du PLM, 16%, de l'État, 15%, et de l'Alsace-Lorraine, 38%. Voilà pour le schéma représentatif. Sur les chemins de l'unité, un événement va marquer non seulement l'année 1927, mais aussi les suivantes sur le plan de la recherche de l'unité. En effet, en décembre 1926, les dirigeants de l'Union État unitaire avaient décidé d'examiner la question de l'unité avec leurs syndicats sans se soumettre au tempo fédéral dont on a vu qu'il était assez lent. Les syndicats confédérés et unitaires, donc de Paris État rive droite, en gros c'est ce qui part de la gare Saint-Lazare, ouais, décidèrent de constituer une commission mixte d'unité rassemblant leurs dirigeants afin d'étudier les modalités de réalisation de l'unité. Une commission mixte, je passe les détails de sa composition, a été mise en place, qui a adopté le 18 mars de cette année-là la résolution dite de Paris État rive droite. La résolution pose les conditions fondamentales de la réalisation de l'unité, à savoir la rentrée dans le syndicat est conditionnée au respect des statuts, les unitaires ayant les mêmes droits et les mêmes devoirs que les confédérés. Seule une rentrée en bloc de tous les adhérents du syndicat unitaire dans le syndicat confédéré est envisageable. Aucune fusion partielle ne sera admise, aucun refus d'admission, aucune exclusion ne pourra être prononcée pour délit d'opinion ou de tendance. Le principe de l'indépendance syndicale sera respecté. Lors du 10e congrès de la Fédération unitaire, du 5 au 7 juillet 1927, la motion d'unité de Paris État rive droite est adoptée à l'unanimité, après avoir donné lieu à un large débat, duquel émerge une intervention de Pierre Semard, qui appelle à approfondir la réflexion et énonce quelques mises en garde quant à l'interprétation de la motion. Je cite, « Il ne faudrait pas que la réalisation de l'unité conditionne toutes les luttes de la classe ouvrière. Cette attitude lui paraît une solution paresseuse et semblerait indiquer que tant que l'unité ne sera pas réalisée entre les deux CGT, il n'y aura pas de possibilité de lutte du prolétariat. Il précise que l'unité véritablement durable du prolétariat, c'est l'unité d'action contre le capitalisme. La question de l'unité ne doit pas faire écran au caractère des luttes économiques, à l'offensive de la bourgeoisie, ni aux menaces de guerre qui pèsent sur le monde. » D'autres délégués, suite à cette résolution de Paris État rive droite, expriment leur crainte d'une dissolution de la fédération unitaire dans la fédération confédérée, mais Antoine Rambaud, le responsable de l'Union État, s'appuyant sur le travail réalisé sur le réseau État et l'espoir que cela a suscité, réclame, lui, une liberté totale d'action. Le 11e congrès de la Fédération unitaire se tient du 5 au 7 juillet 1928. Elle compte à ce moment-là environ 90 000 adhérents, quand la Fédération confédérée en compte environ 70 000. 1928. Le rapport moral est adopté à l'unanimité. La résolution votée réaffirme la nécessité de l'unité et de la concentration des forces prolétariennes pour lutter contre les forces conjuguées du pouvoir bourgeois. Le Congrès constate que la CGT confédérée est officiellement et publiquement intégrée au sein de l'appareil d'État capitaliste par le canal du Conseil national économique, unanimement reconnu et approuvé par le gouvernement, l'Union nationale et le patronat. Je cite. Le Congrès estime dangereux d'entretenir dans ces conditions auprès du prolétariat du rail l'illusion que les dirigeants réformistes sont capables de réaliser l'unité sur la base de la résolution de Paris État rive droite. Dans ces conditions, le Congrès proclame que la tâche la plus urgente que doit réaliser la Fédération unitaire est le renforcement de l'action syndicale par tous les moyens. Organisation du front unique à la base, conquête de tous les syndicats sans exception à la lutte des classes, conquête des masses inorganisées sur la base de l'agitation et de la lutte sur les revendications syndicales. Sur la représentation dans les instances représentatives, les congressistes sont hésitants sur l'opportunité des délégations du personnel et à la sécurité qui risquent de créer des illusions et de détourner les délégués du terrain et de la lutte de classe. Mais une majorité pense que cette représentation peut leur donner des armes nouvelles. La Fédération unitaire présentera donc pour la première fois aux élections les délégués du personnel au Conseil supérieur des chemins de fer et fera campagne pour expliquer aux cheminots les raisons de cette participation à un organisme patronal. Les résultats sont nets, 131 élus sur 176 pour la Fédération unitaire,
45 pour les confédérés, 16 pour les mécaniciens et chauffeurs et 4 pour la CFTC. Clairement, les choses se sont exprimées. 1929, au sein de la Fédération unitaire, la minorité dirigée par Rambaud, le secrétaire de l'Union État rive droite, secrétaire de l'Union État unitaire, s'insurge contre la présence des dirigeants fédéraux dans les organismes de direction du Parti communiste et désapprouve la stratégie de lutte inspirée par l'ISR. Dans la tribune des cheminots unitaires, sous la plume de Jacquet, alors secrétaire fédéral, et au nom du bureau fédéral, 5 éditos du 1er février au 1er avril définissent clairement les positions et les tâches de la Fédération unitaire. Ainsi, je cite, « Trop de cheminots accordent encore une certaine confiance à ceux qui font miroiter à leurs yeux une amélioration sans effort. Il nous faut démolir ces illusions factices et fixer la véritable position des démagogues et des traites. » Puis, à propos de la qualité de la besogne accomplie, Jacques a écrit, je cite, « Que chacun fasse son examen de conscience, confesse ses erreurs et ses fautes et se forge une volonté d'airain pour triompher des obstacles et se dresser sur le chemin qui mène à l'affranchissement total de la classe ouvrière. » Jacquet reprend dans l'édito suivant le thème de la désignation de l'ennemi de classe et rappelle la nécessité d'élargir les revendications au-delà de l'aspect corporatif. Il note l'insuffisance de préparation idéologique des syndiqués et des militants de base. Il appelle à, je cite, « œuvrer à la réalisation du front unique à la base par la création des comités de service, lesquels aboutiront à la consécration d'un congrès fédéral de tous les exploités des compagnies de chemin de fer ou de leurs filiales. » Puis, Jacquet rappelle les faiblesses d'analyse qui entravent le bon développement de la fédération et les risques de glissement vers le réformisme syndical. Il compare les positions unitaires et confédérées à la lumière de la lutte de classe, conduisant, selon Jacquet, au processus d'évolution à droite des dirigeants ou des militants de la fédération réformiste. Le 5e édito met l'accent sur la nécessité de lutter sur tous les fronts. Il cite l'exemple des funérailles du maréchal Foch, là je cite encore, à l'origine d'un délire chauvin accompagné d'un accroissement de répression contre ceux qui n'entendent pas être complices de l'impérialisme et du fascisme des dirigeants. Jacquet ajoute, certains camarades diront peut-être que de tels faits n'ont rien à voir avec les organisations syndicales. Aussi rappelle-t-il que la lutte corporative est liée à la lutte sociale et que séparer les deux est absolument impossible. Cette démonstration vaut au bureau fédéral l'attaque d'Ernest Prest, j'ai aussi sa biographie, membre de la commission exécutive, qui estime dans la tribune du 15 avril, je cite, que l'attaque contre les confédérés revêt 3 formes bien distinctes. Critique doctrinaire, polémique, injure. Ce mot d'ordre n'est que la répétition de celui de 1922 qui, lui, se justifiait par la cassure du mouvement syndical, où chaque CGT, avant de penser à batailler contre le capitalisme, devait d'abord regrouper ses forces. Aujourd'hui, ce n'est plus de la lutte de classe, mais de la lutte d'une fraction contre une autre fraction de la classe ouvrière, rendant celle-ci incapable de lutter efficacement contre la classe capitaliste. Si l'on veut mener une lutte utile contre le capitalisme, il faut évidemment redresser idéologiquement le mouvement syndical. La suppression des polémiques et des injures est une des formes de ce redressement, et d'autant plus urgente qu'il y a déjà beaucoup de mal de fait à la base. Fin de citation. Jacquet, dans ce même numéro, répond, je cite, « J'ai beau jeu pour le combattre, son contenu ne résistant pas à une analyse sérieuse. » Belle ambiance. Et je vais vous dire en quoi il argumente. Jacquet se demande si la position prise par Prest dans son article n'a pas pour but exclusif de cacher son glissement vers le réformisme, si ce camarade n'a pas simplement pris cette attitude pour masquer sa peur des responsabilités et des représailles. Comment, si tu n'es pas d'accord, c'est que tu es un réformiste. Voilà. Il poursuit, la fédération ne prendra sa place dans la lutte contre le capitalisme et ses alliés que le jour où ses militants seront de véritables révolutionnaires capables de tous les sacrifices. Se contenter, comme beaucoup encore, de recruter des adhérents simplement pour grossir le nombre des syndiqués n'est pas le moyen susceptible de porter remède à l'impuissance dont nous souffrons aujourd'hui, malgré notre force numérique. Nous n'aboutirons réellement à transformer la situation présente que le jour où nous apparaîtrons comme capables de battre la bourgeoisie et le patronat. Mais pour atteindre ce but, nous sommes indiscutablement obligés de démasquer impitoyablement tous ceux qui forment l'écran nous séparant de la masse. La nécessité d'une critique constante s'impose sur tous les terrains. Tension donc sur l'organisation, reprise en main idéologique,
Tels sont les ingrédients de cette année 1929 qui verra la tenue du 12e congrès de la Fédération unitaire du 6 au 8 juin, lors duquel sont annoncés 95 154 syndiqués. Le congrès de l'Union unitaire des cheminots de l'État, qui se tiendra, lui, en octobre à Nantes, marque un peu plus la rupture avec la direction fédérale unitaire. 3 secrétaires fédéraux sont présents. La CE de l'Union présente son rapport moral, le Bureau fédéral présente un contre-rapport au congressiste. Il considère que le rapport moral de l'Union décrit l'action menée contre le patronat et la bourgeoisie sous l'angle exclusif des démarches faites à la direction du réseau. Cette démarche de compromission avec le patronat est inadmissible dans une période où tous les phénomènes sociaux orientent les ouvriers vers la lutte des classes. Pour la Fédération, l'exigence d'autonomie dans l'application des décisions de congrès dissocie les syndiqués du réseau de l'État de l'ensemble des cheminots groupés dans la Fédération. Le Bureau fédéral indique aux syndiqués et aux syndicats de l'État qu'il entend continuer la tâche de redressement et qu'il considère la politique syndicale suivie par la direction actuelle de la section fédérale, donc l'Union, comme contraire à la ligne adoptée par la majorité des syndicats de la Fédération. Il condamne la position réformiste de la CE de l'État et entend mener une lutte acharnée contre les opportunistes, d'autant que les conflits qui vont s'aggraver, ne laissent pas de place à une analyse réformiste. En conclusion, je cite, « Le Bureau ne saurait plus longtemps tolérer une autonomie quasi absolue dans laquelle se complaisent les dirigeants du réseau État. » Après d'âpres débats dans lesquels Rambaud déclare être fidèle à la CGTU, mais seulement vouloir combattre l'emprise communiste, et malgré les efforts déployés par les dirigeants fédéraux, c'est le secrétaire général de l'Union qui l'emporte. La majorité du Congrès reste fidèle à la direction de l'Union en approuvant son rapport à une écrasante majorité. La réplique est brutale. Le Conseil fédéral des 8 et 9 novembre appelle à la mise au pas des minoritaires. Dans l'Humanité du 3 février 1930, la CGTU fait paraître un manifeste préparant à la grève politique de masse. Les dirigeants de la Fédération unitaire proposent une grève de 24 heures dans les ateliers et le service de la voie, 1 heure pour les services roulants. Les minoritaires de la Fédération unitaire, voient dans ce mot d'ordre une pure folie dans la conjoncture présente et condamnent des directives propres à décourager les cheminots, pas assez radicalisés pour se lancer dans une grande grève politique. Au Conseil fédéral des 21 et 22 mars, la discussion sur les mots d'ordre du 1er mai est difficile. Les rapports pessimistes des secrétaires de secteur confortent les minoritaires dans leur position. Lors de la commission exécutive fédérale du 15 avril, les craintes se confirment. Les cheminots ne sont pas prêts à manifester selon les mots d'ordre prévus. Le bureau fédéral propose un arrêt de 5 minutes dans les gares pour le service roulant, un arrêt de travail d'1 quart d'heure à différents moments de la journée pour le personnel des gares de triage et de la voie, et enfin l'arrêt de travail à 10 heures pour le personnel des ateliers et des dépôts, assorti de l'envoi d'une délégation au chef local. On voit en fait que 10 ans plus tard, les conséquences de la grève de 1920 se font sentir lorsqu'il y a des mots d'ordre d'appel national. Il y a beaucoup de luttes locales, mais les mots d'ordre nationaux ne prennent pas. Et lors du débat, les minoritaires évoquent la lassitude des cheminots devant des mots d'ordre d'action répétitifs et souvent sans grand résultat. Rambaud refuse le caractère politique donné au 1er mai et les désaccords grandissent au sein même de la majorité fédérale. Par exemple, un camarade de l'Union Est, riche de son nom, propose l'assouplissement des mots d'ordre pour être mieux pris en compte, alors que Demusois, qui est secrétaire fédéral à ce moment-là, est partisan de mots d'ordre radicaux pour briser la passivité des cheminots et prouver que la corporation n'est pas réformiste. La motion donc, de Demusois, du nom de son auteur, qui était dirigeant de la Fédération unitaire, s'oppose donc à la motion Péria, je vous fais grâce des pédigrés, qui demande aux cheminots, on pourra y revenir bien sûr tout à l'heure, de faire le maximum le 1er mai sans donner un ordre de grève rigide et précis. Et par 14 voix contre 12, les délégués votent pour la motion Péria, mettant ainsi le bureau fédéral en minorité. Ce vote permet aux minoritaires d'affirmer que les permanents sont coupés de leur base et que la direction fédérale agit sur ordre. Et ces dissensions internes conduisent le bureau fédéral à reporter le congrès début novembre. Afin de fortifier les positions majoritaires, la commission exécutive entreprend alors une tournée dans les réseaux et organise des meetings de présentation du rapport d'activité. Les dirigeants de l'Union État voient dans cette
agitation, une pêche au mandat. Ils opposent au rapport d'activité du bureau un contre-rapport qui sera publié dans 2 publications, une qui s'appelle Le cheminot de l'État et l'autre, qui est La Révolution prolétarienne. C'est un journal qui avait été fondé par Pierre Monat en 1925, dans lequel, donc dans ces publications, il dénonce la faiblesse de l'action revendicative fédérale, son approche partisane du rôle des délégués du personnel, les attaques permanentes contre les comités d'atelier du réseau, la perception fausse de l'état d'esprit des cheminots. Le contre-rapport condamne le harcèlement dont sont victimes les minoritaires, une politique centralisatrice dangereuse, la vanité de la tactique de front unique et surtout la reconnaissance du rôle dirigeant du Parti communiste. Et c'est ainsi que s'ouvre le 13e congrès de la Fédération unitaire du 12 au 15 novembre 1930, annonçant encore un peu plus de 97 000 syndiqués. C'est lors de ce congrès que Pierre Semard, qui est encore à ce moment-là secrétaire général du PC, intervient pour y exposer la nécessité et la conception du rôle dirigeant du Parti communiste. Je vais essayer de faire ressortir, alors j'ai fait beaucoup de raccourcis bien sûr, mais le fond mais aussi la forme. Je cite essentiellement. Observez donc le moment où se produisent les attaques contre le Parti communiste et contre la majorité confédérale en raison de ce que celle-ci est d'accord avec le Parti communiste. Ces attaques se produisent au moment de la crise du régime capitaliste, crise qui s'aggrave et qui met ce capitalisme dans sa phase de déclin. Nous sommes en novembre 1930. Il n'y a dans aucun pays de mouvement syndical qui soit au-dessus des partis. Les syndicats sont influencés ou par le mouvement révolutionnaire ou par la bourgeoisie et ses associés. C'est la conséquence de l'existence de 2 classes et de la lutte de ces 2 classes. Les réactionnaires, les républicains, les francs-maçons, et là, il cite nommément Rambaud, n'est-ce pas Rambaud? Les socialistes impulsent, contrôlent, collaborent avec les syndicats. Les syndicats chrétiens sont sous la dépendance du Parti démocrate populaire. Les professionnels, les unionistes sont les instruments déclarés de la bourgeoisie et des partis de réaction. La CGT est la filiale du Parti socialiste et le Parti radical socialiste revendique son programme et le défend. Et vous voudriez réaliser ce coup de force en France d'avoir un parti syndical? Dites donc, vous qui vous réclamez des théories marxistes, et là il cite un autre, et toi, Buissonnière en particulier, où avez-vous vu que la classe ouvrière organisée peut échapper à l'influence d'une tendance politique dans notre pays? Vous savez bien que cela est impossible. Nous déclarons que la bourgeoisie et ses alliés, et quand nous parlons de ses alliés, nous allons jusqu'à ceux qui représentent la bourgeoisie dans nos rangs, divisent la classe ouvrière pour des fins politiques communes. Aujourd'hui, un fait nouveau s'inscrit dans l'histoire du mouvement syndical en France, c'est que les minoritaires de la CGTU qui repoussent le rôle dirigeant du Parti communiste préfèrent l'état-major réformiste et s'allient avec les Dumoulin et les Jouot qui, en 1920, ont trahi le mouvement des cheminots. Le Parti communiste, nous le déclarons hautement, est le seul parti révolutionnaire. Il est le fruit d'une expérience révolutionnaire internationale basée sur la doctrine marxiste. Il a l'expérience de la construction du socialisme en Russie. Il a aussi dans ses rangs, parce qu'il est un parti prolétarien, les meilleurs éléments de la classe ouvrière de notre pays. Il a les leaders des grèves, il a les meilleurs militants qui ont été portés à la direction des organisations par la masse ouvrière elle-même. Un communiste dans son syndicat et un parti communiste ne dirigent pas le mouvement ouvrier par le commandement. C'est par la compréhension, entraînant les masses à cette compréhension politique, que le parti doit jouer son rôle dirigeant. Cette intervention vise donc nommément les militants qui, à l'intérieur de la Fédération unitaire, contestent cette ligne fédérale. Il montre aussi que l'échec de la grève de 1920 n'est toujours pas digéré, mais pour moi, il porte aussi les illusions de cette période vis-à-vis de l'URSS. Finalement, le document d'orientation sera approuvé par 329 syndicats contre 104 et 3 abstentions, mais la coupure entre les courants à l'intérieur de la Fédération unitaire est totale. Et là, on va voir que rapidement, puisqu'en 1931, la Fédération, c'est 75 000 militaires, c'est 75 000 adhérents. On a pratiquement perdu 23 000 adhérents en une année. Et la Fédération unitaire explique ce recul des effectifs par le manque de cadres syndicaux, des mots d'ordre pas assez audibles pour les cheminots et à la forte répression des militants de base qui rend toute action difficile. Le 29 novembre 1931, la CE de l'Union État minoritaire au sein de la Fédération et la Commission administrative de l'Union État confédérée décident de fusionner et rédigent une proclamation d'unité. En réaction, la Fédération unitaire appelle les adhérents de
de rester, bien sûr, au sein de l'Union État unitaire. Et donc, 10 ans après la scission, il m'a paru intéressant de regarder les différentes approches revendicatives et de voir aussi les invectives respectives reprises dans la tribune de cheminots, édition unitaire et édition confédérée. Je m'appuie en ça sur deux numéros de mars 1931. Pour les unitaires, un article signé le Bureau fédéral détaille les tâches du prochain Conseil fédéral. Analysant la situation, je cite, « La crise économique dont la France commence actuellement à sentir les atteintes de plus en plus précises et de plus en plus aggravées pose devant le monde entier des problèmes de plus en plus importants. Le ralentissement du trafic, le débauchage, les modifications incessantes dans les tableaux de service destinées à augmenter le travail des agents et à diminuer leurs gains journaliers par la réduction des primes sont des aspects très visibles de l'offensive des compagnies contre les cheminots. La Fédération unitaire se doit d'examiner cette situation parce qu'il est nécessaire non seulement de prévoir par avance ce que doit être la politique patronale dans cette période de crise, de fournir aux militants les éléments de discussion que la Fédération a pu recueillir, mais surtout pour organiser la résistance ouvrière en face de l'offensive patronale. Si le rôle des militants est de préparer l'action, si leur tâche est d'être en avant des masses travailleuses, de les animer, d'élever leur degré de combativité, l'attitude patronale influe sur notre tactique et sur la réaction des travailleurs que nous ne devons pas négliger, mais prévoir. Le texte insiste ensuite sur la préparation du 1er mai 1931. Nous sommes à l'époque où la classe ouvrière commence à comprendre intensivement qu'elle doit résister énergiquement. La riposte du 1er mai doit être vigoureuse. Il s'agit de sonner le rassemblement immédiat de tous les cheminots, de leur montrer le chemin de l'unité d'action et de leur indiquer la vraie route qui mène rapidement à l'unité syndicale. Une trentaine d'actions auront finalement lieu sur l'ensemble des réseaux, ce sont des délégations, des pétitions, des manifestations. Pour les confédérés, dans leur numéro de tribune de ce printemps 1931, les titres se rapportent plutôt à la Convention de 1921 régissant les compagnies et la faillite de celles-ci au vu des résultats. Une affiche présentée en une indique « Ce qu'il faut, c'est que les chemins de fer soient exploités dans l'intérêt de la collectivité et qu'on transforme les réseaux en un réseau national ayant une seule direction, pratiquant de nouvelles méthodes, etc. etc. » La vieille revendication de la CGT de la nationalisation industrialisée est toujours portée par les confédérés. Cela étant, des liens se sont tissés entre cheminots au cours des luttes revendicatives, des rencontres sont nombreuses, mais la Fédération confédérée donne consigne à ses syndicats de ne plus participer au comité d'unité et de prendre contact avec les militants locaux unitaires pour leur proposer une rentrée collective sans condition dans le syndicat confédéré. La majorité des syndiqués qui imaginent la réalisation de l'unité comme une panacée ne comprennent pas ce qui différencie les résolutions confédérales de la CGT et de la CGT. Des syndicats confédérés acceptent la participation à des comités d'unité initiés par les unitaires, comme des syndicats unitaires acceptent l'unité dans les termes des confédérés. Ça veut dire que si les chemins sont encore raides, la voie est bien ouverte. La rupture des minoritaires au sein de la Fédération unitaire des cheminots deviendra effective au 1er janvier 1932 avec leur rentrée dans les rangs des confédérés qui, selon les confédérés, a apporté 5000 adhérents de plus aux confédérés. Les unitaires se réorganisent de l'Union-État et représentent encore à leur congrès du mois de mars 12 500 syndiqués. Et le 14e congrès de la Fédération unitaire du 24 au 26 mars confirme la désaffection pour les syndicats unitaires. C'est en gros, c'est pratiquement 10 000 adhérents de moins sur un an et la fédération totalise environ à ce moment-là 60 000 adhérents, fédération unitaire. La fédération unitaire donc analyse le mauvais fonctionnement des comités d'unité qui se sont créés à la suite de propositions dont nous n'avions pas l'initiative et qui émanaient souvent des bureaux de syndicats réformistes trop détachés de la lutte revendicative et du seul chemin qui, présentement, y conduit, celui du front unique de tous les cheminots. Les comités d'unité se sont trop construits sur une base sentimentale. Les dirigeants fédéraux reconnaissent leurs erreurs, mauvais travail d'organisation à la base, relâchement de la propagande autour du thème du front unique, problème de recrutement lié à la faiblesse de l'encadrement syndical et à sa mauvaise utilisation, inefficacité d'un travail explicatif trop succinct, trop superficiel, peu mobilisateur, manque de clarté des mots d'ordre de lutte, etc., etc.
manque de pessimisme, manque de confiance de certains militants, crainte de la répression sont également soulignés, ainsi que l'illusion réformiste, dit la Fédération unitaire, entretenue par la politique de la Fédération confédérée et l'action de certains délégués du personnel. Et pour les dirigeants unitaires, les syndicats doivent s'intéresser davantage aux revendications corporatives. On note ici que les confédérés, eux, depuis le début, orientent beaucoup leurs actions sur les revendications corporatives. La Fédération unitaire demande donc à ses syndiqués, afin de ne pas détourner les militants confédérés des communautés d'unité, de ne formuler que des critiques justifiées, vérifiables par des faits à l'égard de leur fédération. On notera ici un changement de ton au regard des attaques frontales précédentes. Donc, après l'échec des actions nationales, les unitaires vont tenter de mobiliser les cheminots sur des conflits partiels auxquels sera donnée une dimension politique, avec notamment la lutte contre les préparatifs de la guerre impérialiste. Si les luttes communes rapprochent donc les cheminots, les discussions sur l'unité restent au point mort. Lucien Midol invite les militants unitaires parisiens à participer en masse au meeting du 27 octobre à Paris, afin, je cite, de ne pas diviser les forces ouvrières et d'opposer un front unique de lutte aux menaces patronales. Le meeting, qui se déroule à la Bourse du Travail, réunit 8000 cheminots. Les dirigeants des deux fédérations, qui considèrent la mobilisation comme un énorme succès, n'en tirent pas les mêmes conclusions. Pour les unitaires, elle démontre l'efficacité de la réalisation du front unique d'action. Pour les confédérés, je cite, elle confirme le recul des communaux unitaires qui ont pensé que l'agitation actuelle déclenchée par la fédération confédérée pouvait leur être propice pour essayer de redorer leur blason. À la suite de ce meeting, la Fédération unitaire adresse une lettre ouverte à tous les travailleurs des chemins de fer, organisés ou non, à tous les syndiqués et leurs organisations, les invitant à discuter avec les syndiqués des autres organisations syndicales pour organiser une conférence nationale rassemblant tous les cheminots sans distinction, afin de jeter les bases de l'organisation commune de tous les cheminots contre l'attaque du gouvernement et des compagnies, avec l'élaboration d'un programme revendicatif commun et d'étudier des moyens d'action adaptés. Dans la suite, sera préparée la tenue d'un congrès d'unité pour la constitution de la Fédération unique des cheminots. Les organismes et militants unitaires sont invités à constituer dans chaque gare, dépôt et atelier des comités de front unique et d'action commune rassemblant sur le lieu même de leur travail et par service les ouvriers pour la riposte à chaque attaque partielle ou générale, et un plan d'action pour y parvenir est établi. Cette lettre ouverte trouve un écho dans les fédérations nationales. En novembre, 10 000 cheminots parisiens rassemblés acclament le front unique et la constitution d'un cartel groupant la Fédération unitaire, le syndicat professionnel des cheminots de France, celui qui est rattaché à la CFTC, l'Union nationale de défense professionnelle et la Fédération des mécaniciens et chauffeurs. Seule la Fédération confédérée reste en dehors. Le 1er décembre, un appel à participer au rassemblement de toutes les forces est de nouveau adressé à la Fédération confédérée sans résultat. Le 9 décembre, la Fédération unitaire des cheminots, le syndicat professionnel, l'Union de défense professionnelle et la Fédération des mécaniciens et chauffeurs concluent sur un accord de lutte et constituent un comité central interfédéral d'action qui appelle les cheminots à former localement des comités locaux interfédéraux d'action. La Fédération confédérée persiste dans son refus de participation. Elle se dit prête à discuter avec tout le monde, mais surtout pas dans le cadre d'un front unique d'action. Cependant, les nombreux comités d'unité d'action qui se créent réunissent unitaires, professionnels, mécaniciens et chauffeurs, mais aussi des inorganisés et des confédérés, bravant les mots d'ordre de leurs dirigeants. Et donc, 1933, si les dirigeants unitaires sont satisfaits du résultat des 200 luttes partielles recensées, ils regrettent la mobilisation insuffisante des cheminots et l'application souvent insatisfaisante de la tactique de front unique. Le principe de lutte de classe n'est pas assez présent dans la recherche de l'unité d'action et les mots d'ordre revendicatifs ne se différencient pas clairement de ceux des réformistes. La Fédération invite donc les militants unitaires, je cite, à prendre sans hésitation la tête du mouvement d'unité, non d'une façon occasionnelle, mais en permanence, à travailler activement à la réalisation de l'unité syndicale en organisant l'action commune des cheminots pour la défense de leur salaire et d'autres revendications. Les différences de conception sur les moyens d'action et en particulier sur les formes de lutte, l'appréciation de l'offensive des compagnies qui visent
déjà une réduction massive d'effectifs, un déficit colossal, et la position donc à adopter face à elle oppose au sein du comité central interfédéral les fédérations traditionnellement réformistes à la fédération unitaire. La fédération confédérée, à ce moment-là, continue de rester sourde aux sollicitations. La fédération unitaire organise seule la riposte le 1er mai aux diminutions de salaire prévues par le comité de direction des chemins de fer. Elle élabore le principe d'une journée nationale d'action avec l'objectif d'obtenir dans tous les services un arrêt de travail très marqué et renforcé par de fortes manifestations réalisées sur le lieu de travail. Les unions du Paris-Orléans et du Nord proposent sans succès une activité commune des unions de réseau pour les revendications corporatives. Rapidement, les comités perdent leur dynamisme en raison de leur manque d'autonomie. Ils ne veulent rien entreprendre sans consulter leur fédération. D'une part, les dirigeants confédérés font tout pour entraver leur création et leur fonctionnement. D'autre part, l'intransigeance des unitaires rend difficile la cohabitation. Les comités interfédéraux locaux ne résisteront pas aux divergences sur les modes d'action. Les mobilisations locales s'étiolent. Vous allez voir que ça va quand même s'accélérer. Mon débit aussi pour essayer de respecter le temps. Donc, par contre, on arrive donc à l'année 1934, et là, les deux fédérations, Fédération confédérée, Fédération unitaire, appellent les cheminots à se mobiliser le 12 février dans le cadre de la grève générale antifasciste, mais avec des modalités d'action différentes. La Fédération confédérée se contentant d'appeler à un mouvement de protestation limité quand la Fédération unitaire appelle, je cite, les travailleurs du rail à réaliser leur front unique sur leur lieu de travail, à constituer leur comité de lutte et à manifester par tous les moyens à l'entreprise et dans la rue pour réaliser une grève générale revendicative et politique le 12 février 1934. Le congrès, le 15e congrès de la Fédération unitaire, se tient du 15 au 17 mai à Paris, annonce 60 000 adhérents. Et on n'est pas dans une grande remontée. 13 délégués confédérés et un inorganisé mandaté par les syndicats uniques ou par des syndicats confédérés assistent au congrès. Les congressistes votent un manifeste, je cite, pour l'abrogation des décrets-lois, pour que soient rapportées toutes les mesures prises contre les salaires, les retraites et les facilités de circulation, pour empêcher les licenciements, les mises à la retraite et à la réforme d'office, pour lutter contre le fascisme et la guerre. Pierre Semard, de nouveau, entre au secrétariat fédéral, aux côtés de Midol, déjà cité, de Musois également, et Jules Crapier. Les voies de l'unité entre les deux fédérations butent sur la conception même du retour à l'unité. Pour les confédérés, c'est l'unité organique à la base et la fusion au sein de la CGT, quand les unitaires veulent aller vers la nouvelle CGT unique, à partir des syndicats uniques. Néanmoins, les deux congrès fédéraux tenus en mai accueillent des observateurs de l'autre tendance. La Fédération unitaire refuse toujours le préalable de la fusion au sein de la CGT et demande que soient examinées en commun les voies de la création d'une fédération unique. Les confédérés refusent ce préalable et refusent toute action commune tant qu'un accord sur l'unité n'est pas intervenu. Mais face à la dégradation des conditions de vie et de travail des cheminots, la direction fédérale confédérée s'adresse le 24 octobre 1934 à toutes les organisations nationales de cheminots et leur demande d'harmoniser leurs protestations au sein d'un comité interfédéral de coordination qui établira un plan d'action capable de rallier l'ensemble des cheminots et la population. Dès le 25 octobre, la Fédération unitaire donne son accord. L'accord porte sur 3 revendications jugées les plus rassembleuses par les confédérés: l'abolition des décrets-lois sur les retraites, le rétablissement des salaires en vigueur au 1er janvier et l'application des 8 heures à tous les services. Le processus de l'unité est lancé. Après les syndicats et les secteurs, les unions de réseau s'unissent. La première est créée sur le réseau du Midi lors d'un congrès extraordinaire d'unité des cheminots le 21 octobre 1934. L'union du réseau Paris-Orléans se fait en décembre, celle du PLM également. Un article de Pierre Semard dans la tribune unitaire du 1er novembre 1934 montre un changement de ton guidé par la dégradation des conditions de vie et de travail des cheminots et les menaces fascistes. Dans cet article, Pierre Semard dénonce les attaques diverses subies par les cheminots. Il lance un véritable cri d'alarme pour, je cite, « le pain, le travail et les libertés en péril ». Il appelle les cheminots à s'unir pour agir en commun, pour défendre leurs salaires, améliorer les conditions de travail et de vie et maintenir les libertés acquises. Il se félicite de la réponse positive de la Fédération confédérée à agir en commun. Je cite encore, « c'est la riposte nécessaire et urgente aux menées fascistes et aux intentions des gouvernants. C'est l'arme indispensable pour agir avec les meilleures chances de succès contre les décrets-lois, pour défendre nos libertés et barrer la route au fascisme. »
La masse des cheminots veut cette unité pour agir. Et là, Pierre Semard cite un dirigeant confédéré. De Kerdelot, donc je recite sa citation, De Kerdelot écrit très justement, la base veut férocement l'unité. Sur les conditions de l'unité, on est donc après la réalisation de l'unité sur le réseau Midi, Pierre Semard écrit, je cite encore, plus d'exigences, plus de conditions, même droit et égalité pour les uns comme pour les autres dans les réalisations de l'unité. Il cite de nouveau le dirigeant confédéré, De Kerdelot, qui écrit selon Pierre Semard avec bon sens, vouloir que cette unité s'opère dans le cadre de la CGT ou dans celui de la CGTU constitue la manifestation enfantine d'un désir orgueilleux de prédominance nuisible à l'unité qu'on déclare vouloir. Les chemins de l'unité se précisent. J'ai cité donc 3 unions qui avaient fait leur unité fin 1934. En 1935, dès janvier, l'Union Est tient son congrès. Des désaccords importants persistent par contre entre les unions confédérées unitaires du Nord, dont le congrès de fusion n'interviendra qu'en novembre, et ainsi que le congrès de fusion du réseau de l'État qui se tiendra en novembre 1935. Mais ce que l'on peut dire, c'est qu'en début d'année 1935, 90 000 syndiqués sur environ 144 000 que comptent les 2 fédérations sont unifiés. Les unitaires multiplient les concessions pour favoriser les fusions d'unions, notamment sur la représentation paritaire et la représentation proportionnelle. Les dirigeants confédérés refusent toujours les syndicats uniques et se cramponnent à la réalisation de l'unité au sein de la CGT et à la suppression des syndicats uniques. Ils ne croient pas à l'engagement unitaire sur l'indépendance syndicale. Dans le même temps, la Fédération unitaire soumet aux confédérés un plan d'action, je cite, pour développer la lutte commune de tous les cheminots contre la baisse des salaires et des retraites, la rationalisation et la compression du personnel, et favoriser par l'action commune la réalisation rapide de l'unité entre les 2 fédérations, les confédérés déclinent. Les unions de réseau unifiées protestent contre la lenteur des négociations au plan fédéral et organisent des réunions ouvertes à l'ensemble des cheminots. Le 25 mai, elles soumettent en commun 2 résolutions à l'adoption des 2 fédérations rivales. La première résolution revient sur l'indépendance du mouvement syndical et précise le droit de tendance de telle façon qu'il soit acceptable par les 2 parties. La deuxième résolution porte sur la défense des traitements des cheminots face aux attaques du gouvernement et des compagnies. Si la fédération unitaire accepte immédiatement le principe d'une action commune, la fédération confédérée s'abrite derrière les décisions de la CGT pour refuser toutes les offres d'accord. La reprise des pourparlers interfédéraux coïncidera finalement avec la reprise du dialogue au niveau des confédérations. Le 17 juillet, suite à une rencontre des 2 fédérations, invite tous les travailleurs du rail à participer en masse à la manifestation décidée par les cartels des services publics confédérés et unitaires le 19 juillet, place de l'Opéra à Paris. Le 8 août, les 2 fédérations tombent d'accord sur l'organisation d'une action commune. La Fédération des cadres, puis celle des cheminots de France, des mécaniciens et chauffeurs et l'Union de défense professionnelle les rejoignent et s'accordent sur les buts et modalités pratiques de la constitution d'un comité interfédéral central chargé d'organiser l'action commune. Le congrès de réunification de la fédération se tient les 9 et 10 décembre 1935 au Palais de la Mutualité à Paris. C'est 911 délégués qui représentent plus de 600 syndicats et 136 652 syndiqués. Le débat sur le projet de statut dont Semard défend les propositions des unitaires et De Kerdelot celles des confédérés, les aspects litigieux portent sur notamment la parité au sein du conseil d'administration de la fédération unifiée, l'incompatibilité des mandats syndicaux et politiques et le référendum avant toute brève corporative. Le projet de programme revendicatif et social de la fédération unifiée est plus consensuel et est adopté à l'unanimité. Il énonce 8 points principaux, dont le pouvoir d'achat, la durée du travail, les conditions de travail, la lutte pour les libertés. Concernant les tâches et les moyens d'action, l'organisation d'assemblées générales est proposée pour populariser les cahiers de revendication et rechercher les moyens d'action les plus efficaces. Les cheminots doivent conjuguer l'action de masse pour la défense du pain, des libertés et de la paix à l'action corporative. La Tribune des cheminots unitaires, dans son dernier numéro, le numéro 437 du 15 décembre 1935, titre « L'union est réalisée, développons l'action revendicative et la force de notre fédération ». La Tribune des cheminots confédérés, dans son dernier numéro 490 du 15 décembre 1935, titre « L'unité est réalisée, développons l'action revendicative et la force de notre fédération ».
Voilà, conscient un peu des limites tout de même de cet exposé, tant l'étude de cette période est excessivement riche, mais j'espère néanmoins que les éléments apportés éclaireront l'histoire de la CGTU. Je vais citer là l'histoire de la CGTU plus fantasmée que connue, comme l'a dit Gilbert Garel lors de notre conseil d'administration de l'IHS le 21 mars, et inciteront les militantes et militants à en creuser certains aspects qui résonnent toujours au présent. C'est en tout cas l'ambition de notre IHS CGT cheminot. Merci de votre attention. Bon, merci beaucoup pour cet exposé extrêmement dense. J'espère d'ailleurs que tu vas nous laisser ton texte, parce que dans les archives du séminaire, c'est important de disposer de matériaux. Et comme ton texte fourmille d'éléments quantitatifs, d'éléments de dates, etc., et il faut vraiment faire attention pour imbriquer les chronologies des différentes structures ayant appartenu à la CGTU pour comprendre comment les dynamiques d'ensemble, les obstacles se mesurent et se mettent en route. Donc, je vais vous solliciter pour des réactions. Donc, Marie, vas-y. Dans le micro? Non. Il ne faut pas que tu parles trop près du micro, sinon à distance, ils ne vont pas entendre. C'est juste une demande de précision sur des effectifs parmi les cheminots. Tu nous as dit qu'en 1929, il y avait 95 54 par rapport au chiffre d'aujourd'hui, c'est énorme. Donc, je me dis qu'il y a plus d'effectifs à partir. Voilà. Il n'y a pas loin de 500 000 cheminots, pas loin de 500 000 ou 450. Ah oui, d'accord. Oui, c'est leur demande. C'est quand même beaucoup, 95 000. Quand on regarde les effectifs de la CGTU à l'époque, ça fait une très grosse fédération. La principale, oui, surtout à ce moment-là où ça décline. Bon, même si la fédération à son tour décline, il n'empêche, c'est beaucoup. Et ce qui est intéressant dans le cas que vient de nous présenter, c'est qu'on a une fédération, si j'ai bien suivi, qui reste quand même majoritaire tout au long de la période. Et ça, je crois que c'est la seule. Donc, on a là une organisation qui est enracinée, il y a des responsabilités par conséquent, et qui doit rendre des comptes aux syndiqués et aux travailleurs. Ce qui explique sans doute aussi un positionnement qui n'évite pas les luttes internes, mais qui explique par exemple qu'entre les décisions, les mots d'ordre de la fédération et les pratiques locales, il y ait parfois des écarts significatif, justement. Alors, donc c'est tout à fait intéressant. Alors, moi, j'ai plusieurs questions. On a bien vu un peu la géographie de l'implantation et j'aimerais bien savoir par catégorie de personnel comment ça se passe. Alors voilà, on sent bien qu'il y a un syndicalisme catégoriel, les mécaniciens et autres. Néanmoins, voilà, on aimerait quand même savoir quels sont les points forts. Est-ce que ce sont les ateliers? Est-ce que c'est les roulants? Est-ce que voilà, ça c'est. Alors, tu commences par me dire que c'est pas possible, mais bon, voilà. Aujourd'hui, ça fait partie de la question. Une autre chose, c'est qu'on est dans des. Bon, il y a le Paris-État, mais sinon, ça reste des compagnies privées, même s'il y a une tutelle
de l'État derrière, c'est quand même du grand capitalisme. Et parmi le capitalisme financier, notamment déjà à cette époque, et c'est en même temps, il y a une tradition paternaliste, et avec des choses qui n'existent pas dans d'autres branches. Et on voit bien que ça pose problème. La question des délégations, de la représentation du personnel, est-ce qu'il faut y aller, est-ce qu'il ne faut pas y aller? C'est, semble-t-il, d'ailleurs un problème qui existait même avant la création de la Fédération unitaire. Alors justement, est-ce que tu pourrais nous nous en dire un peu plus sur comment la Fédération unitaire fait face à ce paternalisme, alors en déclaration, ça tu nous en as donné un peu, mais aussi en pratique, en bas. Et puis, tu as dit aussi, à un moment, les confédérés sont très attentifs aux revendications corporatives. Mais on suppose que les unitaires sont obligés de l'être aussi, parce que sinon, ils ne conserveraient pas cet enracinement et ce fait majoritaire. Est-ce que tu peux, là aussi, nous éclairer un peu? Puis enfin, mais ça, on est quand même dans un milieu où le syndicalisme est très présent, qu'il soit confédéré, qu'il soit catégoriel, et où donc la culture syndicale, la culture des pratiques syndicales, même s'il y a des divergences, elle est très présente. Ce qu'on ne trouve pas dans les fédérations syndicales, enfin dans les branches comme la chimie, comme la métallurgie, où c'est dans les années 20, après les années 20, un effondrement complet et une disparition même d'une présence syndicale dans beaucoup d'endroits. Donc, ça aussi, c'est quelque chose qui peut peut-être expliquer aussi que quand la dynamique unitaire se met en mouvement, il y a des personnels qui sont prêts à être réceptifs à ça. Et voilà, est-ce que tu peux aussi nous dire, bref, toutes mes questions reviennent un peu à nous donner des éléments sur les pratiques syndicales de terrain, finalement. Très bonne question. J'ai énormément appris en travaillant à la préparation de cette conférence, parce que je suis complètement d'accord. Moi, j'ai cité Gilbert, mais effectivement, une vague idée sur cette histoire-là. Donc, en travaillant, déjà, ça donne envie d'aller encore plus loin. La question que tu poses sur le détail des adhérents par catégorie, moi, je ne l'ai pas cherché. Et elle n'est pas venue non plus aux yeux, elle n'a pas sauté aux yeux, sinon je pense que j'aurais pris. Je ne sais pas, peut-être que Claude, on doit avoir des choses, donc on pourra compléter ça. Après, moi, ce que j'ai pu aussi au fil de mes lectures, c'est qu'à un moment donné, j'ai cité Antoine de Musoir, qui est un secrétaire fédéral unitaire, qui lui, là je cite de mémoire, mais dans un congrès confédéral de la CGTU, attire l'attention sur le fait qu'il faut s'intéresser aux petites revendications, parce que c'est ça qui fait le sel du syndicat. Parce que c'était pas, au démarrage, ça semble pas trop être ça. L'idée quand même au démarrage, enfin, comme moi je l'ai perçu, hein, voilà, y compris par rapport à la méfiance vis-à-vis de la délégation du personnel, c'est qu'il n'y a de lutte que la lutte révolutionnaire et finalement l'action politique. Enfin voilà, dans les écrits, on le reçoit comme ça. Mais alors effectivement, là où la réalité, c'est qu'effectivement les cheminots sont une corporation qui agit beaucoup et qui agit sur du quotidien, des conditions de vie, des conditions de travail. Et je pense que c'est en cela d'abord que l'unité, de toute façon, à la base, elle se fait quand même. Parce que, je l'ai dit à un moment donné, mais dans les syndicats, ils ne voient pas bien la différence quand même. Et donc, les actions se mènent et petit à petit,
comme on voit aussi la progression enfin la progression, l'évolution dans les positions de la Fédération unitaire, ne serait-ce que par exemple par rapport au Conseil supérieur des chemins de fer, bien que, je ne l'ai pas cité là pour faute de temps, mais j'ai retrouvé un texte aussi d'une critique assez acerbe du Conseil supérieur en 1931. Mais par exemple, si je me déporte un petit peu, quand la SNCF sera créée en 1938, il y a débat à la Fédération pour savoir s'il faut aller au conseil d'administration. Et bien évidemment, il faut y aller. Et là, Pierre Semard jouera un rôle éminemment important au sein de ce conseil d'administration et emportera la décision d'y aller. De la même manière que sur le positionnement par rapport à la création de la SNCF. Alors que la revendication CGT de nationalisation industrialisée, au démarrage, les unitaires la rejetaient, mais Pierre Semard, en disant quelques années après, de toute façon, c'était une position idéologique, mais on n'avait pas bossé le sujet. On refusait. Donc après, lui, il est convaincu du contraire. Voilà, donc je pense qu'il y a… Alors, est-ce qu'il faut parler d'unité de la corporation? Oui, très certainement, pour pouvoir qualifier ça, pour voir comment, effectivement, finalement, ce truc il y a aussi un que j'ai cité, moi, qui est assez remarquable, chez Pierre Semard, dès 1921, où il appelle aux ingénieurs, aux inventeurs à rejoindre, à discuter. Il sera un grand artisan aussi du retour de la Fédération des cadres au sein de la Fédération unitaire. Parce qu'il y a, alors on cite souvent, bien évidemment, Pierre Semard. Il y en a d'autres, j'en ai cité aussi beaucoup d'autres, mais sa personnalité, je pense aussi sa clairvoyance. L'idole énormément, bien sûr, oui, complètement. Qui était, c'est l'idole qui était ingénieur des arts et métiers. André. Tu as dit à un moment donné que les minoritaires de la fédération, je n'ai pas bien pigé à quel moment ça s'est produit, que les minoritaires de la fédération unitaire accusaient la direction d'agir sur ordre et d'être coupés de la base. C'est 1929-1930. Voilà, c'est ça. Mais agir sur ordre, qu'est-ce qu'ils visaient? Les liens avec les partis, le Parti communiste, c'est ça? Et puis, pardon, et voilà, bon, c'est ça, oui. Oui, ça rejoint ce qui est dans le livre sur Semard de Volikov. Là. Oui, d'accord. Ouais. Mais Midol ne s'est pas tellement occupé des cadres, à mon avis. Non, il est secrétaire général de la… Oui, c'est ça. Oui. Il n'était pas sur la base, les bases actuelles. D'accord. Oui, c'est ça. Moi, je comprends. C'est bien, effectivement, 1929, les minorités ce qui m'avait semblé, reprochent que les dirigeants fédéraux soient dans les organismes de direction du Parti communiste et bien sûr désapprouvent aussi l'action menée par l'ISR. Ça, c'est compliqué pour la prise de son. Oui, je ne veux pas répondre complètement à ce qu'a dit Michel Pigenet sur d'où vient effectivement cette solidarité des cheminots qui se manifeste pratiquement à toutes les étapes de la construction du chemin de fer. À l'origine, cette construction même s'est faite pas à pas et était très décentralisée et a nécessité des structures d'accueil très particulières. Ils vivaient ensemble. On les logeait ensemble. La SNCF, à l'époque, pour garder ses effectifs, compte tenu, je ne reviens pas sur l'ambiance du moment, a décidé de construire des habitats spécifiques pour les cheminots. C'est-à-dire qu'ils étaient, c'est extrêmement important, ce qu'ont pas connu certaines autres corporations. Et comme le chemin de fer s'est construit petit à petit autour de ces structurations sociales, je parle même de la retraite en 1910, toutes ces choses qui ont déterminé, alors je ne dis pas que tout le monde était brassé la fraternité dans tous les endroits, mais ça a créé des conditions tout à fait particulières et les différents événements de scission ne peuvent pas faire abstraction de ça. Alors je ne dis pas que ça explique tout, mais c'est un point très important pour comprendre pourquoi ces cheminots se montrent
par-delà même leur scission, quelquefois assez solidaires. Alors, pour ce qui est des effectifs, oui, il y avait 500 000 cheminots, et il y en avait 140 000, il y en avait 90 000 d'un côté et 60 000 de l'autre, ce qui représente bien 30% de syndiqués, mais c'est 30% de 500 000, quoi. Et c'était vraiment très, très, très important. Autre observation, on a été et on a oscillé, on n'a pas toujours été très clair. Moi, je sais si j'adore Pierre Semard, mais le Pierre Semard des années 1920 et sa réflexion stratégique en 1920 et le Pierre Semard des années 33 après qu'il ait quitté la direction du Parti communiste, c'était évidemment pas le même. Il avait évolué, il avait pris en considération tout ce qui s'était passé. Et c'est vrai que le tintement d'anarcho-syndicalisme, les délégués qui ne pouvaient pas représenter parce qu'on les soupçonnait de fricoter avec le patronat, etc., ça a été quand même après un appui considérable dans les années futures sur lequel s'appuyait la CGT. Donc on a beaucoup évolué sur la nationalisation. Moi, je regrette, mais au congrès de 1921, personne ne parlait chez les unitaires de nationalisation. C'était même l'objet de quelques compromissions avec l'État. On était là, quoi. Et là, Pierre Semard, en 1921, ne se prononce pas pour la nationalisation. Et c'est l'évolution, parce que l'État, c'était l'État persécuteur, c'était tout un... Il faut voir le mouvement, on était à cette époque-là. En fait, c'est pas toi, Michel, que je vais apprendre ça, quoi. Par conséquent, oui, on a évolué, y compris de faire la nationalisation un problème majeur en 1937. La nationalisation, elle n'a pas été franche, comme on l'a dit, mais il y a eu une progression, effectivement, de réflexion dans ces différents domaines. Bien d'autres, d'ailleurs, je m'excuse. Voilà. Pour aller dans le même sens, au congrès général de 1938, Pierre Semard, il défend la SNCF, non, on défend le jeunesse carré. Oui. C'est bien La grève de 1920, elle se fait quand même sur le mot d'ordre de la nationalisation. Ah oui, mais elle est un échec. Oui, non, on est d'accord. Hein. Mais elle se fait sur le mot d'ordre. Pas parce que la Confédération et les majoritaires de l'époque sont là-dessus. Oui, c'est ce qui en fait son échec. Et dire quelques mots sur la question de la construction organique de l'unité. Parce que tu nous avais présenté le mouvement tel qu'il se déploie au niveau des réflexions, des premiers contacts, de structure nationale. Mais il y a quand même un autre phénomène qui a été très, très important, dans lequel les cheminots ont joué un rôle considérable, c'était la construction des syndicats uniques. Alors ça, c'est quand même quelque chose, c'est une vraie invention. C'est-à-dire qu'on crée un syndicat qui est une structure qui ne se substitue à aucun syndicat existant, ce qui fait que Jouot dit que c'est quelque chose de superfétatoire, il dit. Il n'y a pas besoin d'en créer puisqu'on a déjà les structures. Mais c'est une structure qui permet l'unification à la base des syndicalistes. Et le mouvement de création des syndicats uniques a été impressionnant. Et les cheminots ont supporté quasiment tout le poids, à tel point que la question du syndicat unique, dont il était pendant longtemps dans les congrès confédérés interdit d'en discuter. Je vous disais, on ne discute pas de ça, c'est pas à nous, c'est un truc qui nous est imposé, c'est une manœuvre des unitaires pour nous contourner, etc. À un moment donné, la question des syndicats uniques, c'est une question qui se pose dans la pratique. Elle s'impose dans le débat. Et quand on voit la montée, alors j'ai oublié de prendre mes éléments, mais dans le livre sur les discussions entre CGT et CGTU, j'ai fait un papier qui identifie la montée en puissance des syndicats uniques. C'est les cheminots qui portent le mouvement. Ils le portent d'une manière tellement forte que cette question est devenue une question au cœur du processus de réunification. Parce qu'à un moment donné, ce mouvement
il devient si puissant que tout le monde se dit on ne peut pas l'enrayer. Alors on va l'enrayer en se réunifiant. Mais en tant que tel, il est porteur d'une puissance. Moi, je l'ai ressenti en tout cas comme cela, d'une très grande puissance. Et c'est l'intelligence politique des dirigeants fédéraux, cheminots, qui a permis de faire sortir cette question de sa dimension un peu théologique pour devenir une question pratique, de la pratique syndicale et un chemin concret pour la concrétisation de l'unité. Juste un point de nuance. Ah non, tu n'as pas droit. Parce que je suis d'accord en gros avec toi, mais je maintiens qu'il y a un terrain corporatif qui est réceptif à ça, qui est précisément la communauté cheminote et les solidarités ouvrières à la base. Et ça rend possible. Parce que, voilà, ailleurs aussi, il y a eu des tentatives. Mais d'abord, il n'y avait pas de syndicats ou pas de syndiqués. Et les pratiques de solidarité étaient beaucoup plus faibles pour les raisons qui ont été rappelées tout à l'heure. Donc voilà, il y a aussi un terrain favorable. Il n'y a pas que des, alors je vais caricaturer, des dirigeants fédéraux géniaux qui ont trouvé voilà, mais je caricature, hein, voilà. Si ça part rapide avec une telle... Parce que le processus, il est quand même rapide. En quelques mois, on voit monter ce mouvement extraordinaire, et partout, il est national, et on a la liste, parce qu'il y a des états, des points d'implantation des syndicats. On voit bien que c'est un mouvement qui n'est pas partout, mais il est très conséquent. On le voit monter et se structurer très vite. Il y a une très grande accélération à un moment donné. Oui. Mais les syndicats uniques, effectivement, les unitaires, dès le début, voulaient ça. Quand les confédérés disaient si vous voulez revenir, revenez à la maison, mais c'est tout. Et les unitaires, au contraire, effectivement, ont développé ça. Mais ça a mis du temps à se lancer. Et effectivement, d'un seul coup, oui, on est presque surpris d'arriver à la réunification, alors que quelques temps avant, ils en étaient encore à être très vindicatifs les uns envers les autres. Il y a un texte de Frachon, je ne l'ai pas en tête, je pourrais le donner s'il le faut, qui étudie le besoin de syndicats uniques. Pourquoi des syndicats uniques, pourquoi faire, etc. Et il polémique du point de vue théorique, et il fait une théorie de la construction d'un outillage pour l'unité. Le syndicat unique, c'est l'outil utile. Ce n'est pas une invention de Moscou, comme le disaient les confédérés, ils le disent comme ça. Hein. Excusez-moi, mais c'est pas que vous dire ça comme ça. Mais quand on regarde la structuration syndicale, dans toute les fédérations, il y a eu des volontés de créer des syndicats. Il y a des syndicats qui ressortent d'une seule catégorie. Il y a des syndicats qui sont structurés à des échelons départementaux. Et chez les cheminots, la caractéristique, ça rejoint un peu ce qu'on vient de dire là, ce sont des syndicats à la base, au plus près des cheminots, regroupant toutes les catégories de cheminots, et non pas un syndicat par catégorie, parce qu'il y a le matériel, il y a l'équipement, non, il y a des sections techniques, mais le syndicat regroupe toutes les catégories. Et là, on a aussi cette façon de se structurer au plus près, quoi. C'est une volonté qui... Et on constate que quand on regarde la structuration, y compris dans nos propres organismes, on n'a pas partout ce même fonctionnement. On a des... oui, enfin, je regardais Marie, je ne sais pas pour citer le cas des PTT, mais on n'a pas tout... On est structuré différemment. C'est-à-dire, on prend de la distance pour le syndicat, on se rapproche au plus près. Et ça fait partie aussi de cette histoire, quoi. Vous avez
Ça, c'est juste pour la prise de son. Oui, juste une précision par rapport à ce que vient de dire Claude. Effectivement, à la même époque, donc les années 20-30 dans les PTT, nous, on a des syndicats nationaux de catégorie. Ce n'est qu'à la Libération que la fédération CGT dont nous sommes les descendants actuels décide de syndicats départementaux, de mettre toutes les catégories, ce que vous avez eu dès les années 20-30. Les PTT, il faut attendre la Libération. À cette époque-là, c'est des syndicats de catégorie. Donc, les installateurs de lignes d'un côté, les facteurs de l'autre, les agents qui sont dans les guichets de bureau de poste, c'est un troisième syndicat, etc. José Vassi. J'ai deux interrogations. La première, c'est que j'ai trouvé très intéressant, effectivement, à lire à tête reposée l'intervention, mais sauf si j'ai mal entendu, j'ai trouvé que ça s'était centré sur la région Île-de-France, davantage, je ne sais pas ce qui s'est passé dans les Bouches-du-Rhône, voilà, tu parlais des cheminots Paris-Saint-Lazare et ainsi de suite. Donc, j'ai cette question. Puis, j'ai une deuxième question qui est plus… donc, l'unité s'accélère à partir du milieu des années 30, si j'ai bien compris, dit l'idée du besoin de revenir à la maison commune. Est-ce que ça a un lien avec la disparition de l'internationale syndicale rouge? Sur la syndicale rouge, elle continue d'exister à la fin des années 30. C'est pas, alors, comme ça, c'est pas centré sur l'Île-de-France. Il se trouve que la résolution du réseau et de l'Union et tarif droite, elle a initié partout. C'est à partir de cette résolution que le Congrès fédéral de la Fédération unitaire a adopté immédiatement. C'est devenu le bien commun de tous. Mais elle s'est trouvée opposée au refus des confédérés. Et puis par la suite, le résultat de ça, c'est que sur le réseau et tarif droite, là par contre, les confédérés et les unitaires se sont rapprochés et qui sont d'ailleurs fondus, ils sont retournés chez les confédérés en premier. Mais c'était pas. Moi, j'ai plutôt essayé de rester sur un plan national, parce que sinon, alors là, oui, il y aurait, bien sûr, parce que quand je cite les tribunes des cheminots, là, elles sortent toutes les 2 semaines. Alors, on pourrait trouver même pas mal de luttes locales, parce que ça reprenait tout ça. Mais bon, c'était trop volumineux pour le temps imparti. Maintenant, si peut-être qu'on pourra en faire quelque chose là-dessus. Mais ce n'est pas du tout centré Île-de-France. Et par contre, cet événement démarre de l'union de réseau État. Mais l'union, c'est pas seulement la région parisienne. Et sur le deuxième point, moi, ça s'accélère. Alors, c'est une interprétation, et là, je parle sous le contrôle de tout le monde. Moi, on parlait de Pierre Sébar. Pierre Sébar connaît très bien le monde cheminot. Lui, il le connaît bien. Non, mais il l'est, bien sûr. Non, mais je veux dire, on peut être… Parce qu'il y a dans la direction, enfin, je citais à certains moments, il est aussi reproché, mais comme à toute époque, que les permanents sont coupés c'est pas reproché à Sébar, ça. Lui, il connaît bien. Voilà, le terrain, il l'a en lui. Bon, il y a ça. Et moi, je trouve aussi que je pense que Sébar a être très vigilant sur la montée du péril de guerre, du péril fasciste aussi. Et donc, je pense que au moins dans ce qu'il impulse, il y a ces deux éléments-là. Je pense, mais là c'est une interprétation totalement libre, que ce n'est pas parce que tous les jours, à un moment donné, il y a eu j'ai cité Jacquet, il dit en gros, ça ne marchera que tant qu'on aura convaincu tous les cheminots à la lutte de classe. C'est marrant, il se dit, si on doit attendre ça, peut-être que ça, voilà, on a peut-être un moment. Donc, je pense qu'il y a aussi cette évolution qui fait que ça s'accélère. Mais c'est vraiment aussi la situation
l'état de conditions de vie, de travail, des attaques fortes des compagnies de chemin de fer, parce qu'on est effectivement la nationalisation, enfin la création de la société d'économie mixte, la création de la SNCF viendra en 1937, mais les compagnies, ça restreint de partout. Là, on se bat pour augmenter le pouvoir d'achat. Là, ils se battent pour que les baisses de salaire soient interrompues. Donc il y a vraiment à la fois la situation générale et la situation propre à la corporation qui fait que je pense il y a l'intelligence et puis des uns et des autres fait que ça va effectivement s'accélérer. Puis bien sûr aussi, enfin voilà, je dis à un moment donné, les pourparlers entre les deux fédérations se sont aussi accélérés quand il y a eu les pourparlers entre les deux confédérations. Là, je ne l'ai pas traité là, mais ça marche aussi en parallèle quand même. Est-ce qu'il y a des questions? Thierry. Je rapproche le micro. Vas-y. Non, mais moi, c'est une question. Et peut-être que c'est pas. Dans l'exposé de cas, qui est assez clair, on s'aperçoit quand même très rapidement que dès la scission actée, la volonté des révolutionnaires, c'est de retravailler rapidement l'unité. Alors, chez les cheminots, hein, on a documenté ça, on a tout un peu. Alors moi, la question que je pose, c'est est-ce que c'est partout pareil? Parce que bon, parce que dans la volonté des... Et y compris, c'est peut-être ce qui amène à travailler rapidement sur les syndicats uniques. Le fait de travailler rapidement à trouver des moyens de retrouver l'unité amène peut-être cette réflexion, qui était une trouvaille des syndicats uniques. Donc ça, c'est une particularité. Est-ce que c'est une particularité aux cheminots? Bon, ça, c'est documenté, mais est-ce que partout on a retrouvé cette volonté rapide de travailler, au-delà de ce qui se faisait dans les confédérés, de travailler à l'unité, surtout une unité syndicale rapidement? Donc ça, je ne sais pas. Donc je pose la question. Et deuxièmement, peut-être pour donner un élément, peut-être sur les effectifs à l'époque où on était, peut-être dans cette période-là, on a les plus gros bataillons, on va dire ça entre guillemets, ils se situent quand même au matériel, hein, je suppose, et à l'équipement. Parce qu'on dit au matériel, c'est ceux qui réparent à l'époque. Il y avait des gros bataillons là. Il y a donc le matériel, c'était là. C'était plutôt d'ailleurs ceux qui réparaient les wagons, donc pour le transport de marchandises, parce qu'il y avait peu de voitures voyageurs à l'époque. Et surtout après l'équipement, parce que ceux qui réparaient les voies, construisaient les voies. Peut-être là, on avait mais bon, c'est à documenter, c'est peut-être, je ne sais pas si dans les archives on en voit, mais je pense que c'était les plus gros bataillons où, enfin, quand je m'y où on avait le plus gros syndicat. C'est là, parce que bon, sur les gens de conduite, il y avait quand même, hein, on avait quand même, mais en nombre, c'était là qu'il y avait le plus grand nombre. Sur la maison de corporation. Non, mais en fait, c'est chez les métallos cheminots. Oui. Hein, si j'entends bien ce qui est dit, c'est ça. Oui, c'est-à-dire les cheminots en usine. Voilà. Évidemment. Et que c'est ceux qu'on était dans les ateliers. Il y avait des milliers de. Et à l'équipement, c'était pas très grave, il y a des choses qui travaillent. Je ne sais pas si les gros ou pas, il y a personne, c'est pas. Est-ce que tu peux, Michel, apporter des éléments de réponse sur ce que dit Chris? Est-ce que la démarche unitaire, dès le début, comme j'ai essayé de le montrer chez les cheminots, elle a existé aussi dans d'autres corporations? Alors c'est compliqué parce que en parole, oui. Oui. En parole, le front unique, c'est l'unité, sauf que très vite, on distingue le front unique à la base et le front unique au sommet. Et à partir de là, comprennent ce qu'ils peuvent. Et on est dans des logiques de lutte, d'autant que il y a quand même aussi le tournant classe contre classe, qui fait qu'on n'entend plus du tout. Alors, tu évoquais tout à l'heure
le CEMAR de 1935 qui n'est pas celui de 1920, mais on l'a suivi dans les exposés de Pierre, c'est-à-dire que ce que disent les congrès fédéraux de 1922 et encore 1923, c'est plus du tout ce qu'on entend en 1929, où CEMAR vient défendre la direction unique syndicale et politique. Et donc, entre-temps, il s'est passé des choses. Mais là, alors là, c'est vrai, c'est toute l'histoire de la CGTU, ce fait-là. Et qu'il s'agisse des batailles sur le front unique ou les interprétations fluctuantes du front unique, et puis des tournants de durcissement et de diminution. Sauf que la fédération des cheminots, elle n'évite pas un recul, mais elle garde quand même des forces importantes. Et donc, ça change tout. Ça change tout. Et je reviens quand même sur l'idée de ce milieu cheminot, où on sait ce qu'est un syndicat, où on sait la nécessité d'un syndicat, et où, par conséquent, quand une dynamique politique unitaire est là, c'est sans doute une corporation qui peut le plus saisir cela et imposer l'unité. Dans d'autres corporations où les syndicats se sont évaporés, ont disparu, ont été laminés et tout, il n'y a pas ce savoir quotidien et constant. Ça change tout. On constate que les périodes de structure ont pour vertu de propulser à la fois des discours extrêmement sectaires et des discours très unitaires, parce qu'on n'est jamais en période de scission, il y a des discours très unitaires qui sont tenus. Ils le sont tenus d'autant plus qu'on sait qu'ils n'ont aucune chance de se concrétiser. C'est vrai, on est frappé à la lecture des textes, des déclarations au lendemain de la scission, des tonalités unitaires très fortes qui continuent d'être là, mais elles sont là d'une manière extrêmement abstraite. Après, les choses vont changer, mais c'est vrai que dans le cas des cheminots, il y a toute la situation syndicale particulière qui effectivement fait qu'on est toujours en embrayage sur le réel. La résolution Paris est à rive droite. C'est une tentative très intéressante. Elle est étudiée globalement comme une tentative intéressante, critiquée, tout ce qu'on veut, mais on sait que c'est un problème pratique qui est posé par cette résolution. On ne la traite pas comme on va traiter d'autres motions. Il y en a une autre, je pense, la motion JAPI, enfin, bon, je ne vais pas entrer dans les détails, mais il y a eu des tentatives d'unité de diverses sortes. Ça a été des tentatives d'unité faites autour de ce qu'on appelait le comité des 22, qui ont été des tentatives d'unité abstraites, disons, abstraites. Tandis que là, la question Paris est à rive droite, elle posait des questions pratiques. Et c'est parce qu'elle posait des questions pratiques que le mouvement je reviens, c'est mon dada, le mouvement des syndicats uniques va pouvoir embrayer aussi. Parce qu'il y a tout ce substrat, il y a cette tradition du besoin d'unité qui ne relève pas que d'une dimension rhétorique. C'est une question qui cherche constamment à s'enraciner dans des pratiques. Voilà. Bon, est-ce qu'il y a encore des questions? Dernier balayage avant fermeture. On arrête là? Non, il y a... Vas-y. À un moment donné, le besoin d'unité en bas, d'après ce que tu dis, était beaucoup plus fort que la façon dont il était perçu. On a presque été surpris que les syndicats uniques se forment rapidement. C'est en 1935. En 1935, c'est fait. Voilà. Oui, oui. En tout cas, ce que je veux dire, c'est que mon expérience tout au long, c'est qu'à la base, ce besoin a toujours existé et ce que tu appelais un peu la théologie empêche de le voir dans la direction. Quelquefois, oui. Encore maintenant, à mon avis, mais enfin, voilà.
Et ça, c'est une leçon qui mériterait d'être travaillée. Parce que je reconnais, moi, quelque chose, j'ai très souvent entendu à l'Institut géographique national, mettez-vous d'accord et on vous suivra. C'est comme ça que ça se dit, c'est pas autrement. Voilà. On pourrait contribuer autant de Michel. Non, mais puisqu'il y a une forte représentation cheminote là aussi, moi, je vous encourage à continuer hein, sur cette exploration de la CGTU. Pierre a vraiment défriché plein de choses, mais je trouve que ça serait bien que vous puissiez continuer parce qu'il y a vraiment de la matière hein, avec votre fédération. Oui. Enfin, moi, je suis d'accord, on en a déjà parlé à l'Institut. Hein, ça donne envie, en tous les cas, de toute façon. Mais pour en revenir sur ce que disait André, je l'ai dit à un moment donné, de toute façon, localement, des fois, ils se demandent, ils ne comprennent pas bien la différence entre les deux. Hein, mais au démarrage, il y a une telle opposition idéologique au sommet, hein, que ça éclate, mais effectivement, c'est pas ce qui est vécu au quotidien, quoi. Enfin, par un grand nombre en tous les cas. C'est ça. Enfin, le traumatisme de 1920, c'est ça. Il est quand même, il est très fort, bien sûr. Très fort, il a été vécu à la base. Le ressenti, il est ressenti. La preuve, c'est qu'il n'y a pas d'action. Les actions nationales, elles ne marchent plus depuis l'échec de la grève de 1920, ça c'est clair. Et fort ressenti vis-à-vis de la Confédération qui n'a pas soutenu, ou mal soutenu. À la base syndiquée. Pas que, hein. Je ne suis pas sûr que les 18 000 oui, pas tous. Bon, si j'ai bien compris, le travail va continuer. Ce n'était qu'un début, le travail continue. Et voilà. Voilà. Donc, merci beaucoup. Alors, tout à l'heure, j'ai donné quelques éléments concernant le passé, du travail qui a été effectué au cours de ce séminaire. On va peut-être faire une petite pause maintenant. Mais on arrive maintenant à un moment où on a accumulé, aujourd'hui ça en fait partie d'excellente manière, beaucoup de matériaux. Il faut qu'on commence à réfléchir à une publication, une mise au net de tous les acquis de nos débats. Et donc ça va être un peu le chantier qu'on va essayer d'ouvrir, ce qui ne nous empêche pas de continuer à explorer d'autres secteurs géographiques ou professionnels, parce que toute l'expérience qu'on peut tirer de ce séminaire, c'est que contrairement à ce qu'on a pu avoir comme représentation, idée de l'histoire, légende de l'histoire de la CGTU, ça ne résiste pas très bien à l'examen concret de ce qui s'est passé. On a affaire à une situation très compliquée, avec des histoires singulières au sein de la grande histoire générale. On ne peut pas se satisfaire de ce qu'on a pu dire, pas qu'on ait raconté forcément des bêtises, mais on a raconté en tout cas des choses insuffisantes, appauvrissantes par rapport à la connaissance de cette histoire de 14 années qui ont été des années de tempête. Le syndicalisme, il est jamais dans des eaux très calmes, mais quand même la période, on vient de le mesurer, mais dans la période dont il est question, au cours de ces 14 années, il s'est passé quand même des choses assez considérables et on va essayer d'approfondir leur connaissance au travers de l'expérience syndicale qu'ont été les histoires de la CGT. J'ai envie de parler comme ça. Voilà, écoutez, à très bientôt. On va vous faire signe pour la continuation de ce travail parce que globalement, sur ce chantier de la CGTU, le travail va continuer. Merci beaucoup en tout cas à tous et à toutes. Au revoir. Bon retour à ceux qui prennent les trains.